Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. Aujourd'hui, je suis avec Ingrid qui est illustratrice et qui va nous raconter un petit peu tout son parcours, ce qu'elle fait aujourd'hui, toutes les prestations de services qu'elle peut faire, les ateliers, aussi la vente de l'illustration traditionnelle. Elle a un parcours d'illustratrice naturaliste. Si vous savez pas ce que c'est, elle va nous expliquer juste après. Ça va nous permettre de se plonger dans son univers, de voir un petit peu comment cette illustratrice travaille au quotidien pour que ça puisse vous inspirer aussi dans votre carrière créative. Hello Ingrid! Salut! Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Ingrid Winkler et je suis dessinatrice naturaliste. Je dessine tout ce qui est en lien avec la nature. Donc les animaux, les plantes, ça c'est ce qu'on voit le plus souvent. Ça peut être près d'autres choses, ça peut être des minéraux aussi, ça peut être plein de choses, du moment que ça concerne en fait la nature. Ouais. Donc je fais ça et puis je vis un peu, j'ai un univers, forcément chez moi, j'ai pas mal d'animaux, de plantes, parce que c'est quelque chose qui m'inspire depuis toute petite. C'est un peu mon monde et du coup c'est devenu mon métier depuis quelques années maintenant. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu plus ton parcours, même si je le connais un petit peu parce que, je vais vous le dire quand même, on se connaît avec Ingrid. On a déjà passé quelques après-midi dessins ensemble, mais moi j'aime bien ton parcours parce que tu es à la base pas du tout partie vers du dessin. Ouais, en fait, en gros, j'ai fait un lycée d'art appliqué à Paris qui était assez intense en fait parce que c'était pas un bac normal, mais en gros, j'avais une vingtaine d'heures de matière générale et une vingtaine d'heures de dessin par semaine. Donc, j'avais à peu près 40 heures de cours, donc la moitié qui était en matière artistique. Mmh. Donc, j'ai fait ce lycée-là dans le 6e. Après, j'ai fait une prépa en architecture d'intérieur et design à l'ISA. Oui, c'est ça dont je me souvenais, que tu n'étais pas partie à la base sur du dessin à 100%. Exactement. Mm. Et après, j'ai fait de l'architecture d'intérieur dans une autre école à Camondo. Et ensuite, j'ai bifurqué, parce qu'en fait, j'étais vraiment déjà très sévèrement accro aux plantes et aux animaux. Et du coup, j'avais bifurqué en aménagement paysager. Et donc... Et puis après, j'ai eu mon diplôme d'aménagement paysager. Et puis en fait, je suis partie directement en Asie pour être conceptrice paysagiste. Et du coup, quand tu as fait tes études, t'envisageais pas du tout de partir dans une carrière dans l'illustration. Pourquoi t'es allée dans le paysagisme? En fait, le paysagisme, les plantes, c'était une passion que j'avais quand même depuis relativement longtemps. Et en gros, je m'étais aussi un petit peu mise en tête que le dessin, dans ma tête, ça pouvait rester une passion, mais ça pouvait pas forcément être mon métier. Comme chez beaucoup. Ouais, c'est ça. On passe tous par cette période-là, ouais. Où on se demande vraiment si c'est viable. Et je me disais qu'en étant conceptrice paysagiste aussi, je pourrais un peu dessiner quand même, même si c'est pas du tout le même type de dessin, c'est plutôt du croquis et du dessin technique, et que ça me plaît beaucoup moins du coup aussi. Je m'étais dit que allier les plantes et le dessin, ça pourrait marcher dans cette section-là, en conception paysagiste dans une agence. Je pensais que ça passerait. Et du coup, tu as dessiné beaucoup de plantes quand tu étais en agence? C'était plus technique, donc c'était pas du dessin naturaliste, artistique, comme ce que je fais maintenant. Mais voilà, ça m'a plu beaucoup, mais juste, il a fallu que je bouge un peu. Et justement, à quel moment tu as commencé à te dire j'ai plus envie de faire des plans techniques pour du paysagisme? En fait, c'est arrivé à Hong Kong. À Hong Kong, en fait, donc, du coup, j'ai eu mon diplôme et je suis partie direct à Hong Kong. Je suis entrée dans une agence d'aménagement paysager et j'ai travaillé sur plein de projets qui étaient géniaux. Je faisais j'aidais à la conception de jardins en fait pour des villas de luxe, des hôtels, vraiment. Des super endroits un peu partout en Asie, donc en Inde, en Thaïlande, aux Philippines, au Vietnam, etc. Et en fait, la dose a fait le poison. En fait, j'avais des horaires qui étaient vraiment très durs à tenir. Je faisais des charrettes énormes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les charrettes, en gros, quand tu travailles dans une agence d'archi, c'est des nuits blanches. Voilà. Et j'en faisais beaucoup dans la semaine. Donc je voyais très peu l'Asie et j'avais ramené mon chien avec moi. Je ne voyais plus du tout mon chien. Il m'attendait à la maison. C'était une catastrophe. C'était un truc... alors que ça me tenait à cœur quand même de vivre plein de choses là-bas.
Et du coup, je suis partie au bout de plusieurs mois. Et j'ai pris un boulot, en fait, un boulot alimentaire qui m'a permis de payer en fait, mes taxes, de pouvoir vivre correctement et de pouvoir vivre en Asie et découvrir un peu l'Asie. Et en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai gardé ce boulot-là parce que je voulais garder une stabilité. Donc je me suis dit, ok, il m'avait proposé de garder mon contrat. Donc j'ai travaillé de chez moi en France. Et au moment où est arrivé le deuxième confinement, ça commençait à s'épuiser. En fait, c'était un boulot qui m'aidait à la base, en fait. Mais c'était pas... j'étais en rupture avec la créa, parce qu'en fait, au moment où j'ai quitté l'agence de paysage à Hong Kong, je ne voulais plus travailler dans la créa. Donc, je voulais vraiment garder le dessin comme passion à côté. Mais en fait, finalement, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Mais en fait, j'étais un peu tirée parce que je me disais... Ça me manque, en fait, le dessin me manque, dessiner des animaux, des plantes, j'ai envie de le faire, mais en même temps, j'ai pas envie de bosser dans une agence. En fait, je voulais surtout pas travailler dans une agence. Je ne peux pas retomber dedans. Ouais, non, je voulais pas retomber dedans, dans quelque agence que ce soit, en fait. Et au deuxième confinement, je me suis dit, ok, je me lance toute seule et je veux travailler avec qui je veux. En gros, je sélectionne, vraiment, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. Tant pis, si ça marche pas, tant pis. Et tu savais déjà que tu voulais faire du dessin de plantes et d'animaux exclusivement ? Tu avais déjà vu des références d'illustrateurs, d'artistes ? Alors en fait, j'ai eu... non, en fait, ça n'a pas marché comme ça. Je pense que pendant tout ce parcours, je me suis posé plein de questions. Je pense que j'étais un peu dans le déni. Je savais que j'adorais dessiner les animaux, les plantes, etc. Mais je savais pas quel médium j'aimais. Je savais pas... Il y a plein de choses que je savais pas. Et je me suis posé plein de questions, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais faire, etc. Et en fait, je me suis rappelé d'un truc. Je me suis rappelé que quand j'étais au lycée, je dessinais des animaux et des plantes la nuit en rentrant du lycée. Donc je me tapais mes 40 heures de dessin dans la semaine. Et la nuit, en fait, je dessinais des plantes, des tortues, beaucoup de tortues, parce que j'adore ça. Et je me rappelle en fait d'un truc, c'est que j'avais dessiné une fois une tortue pour un ami. Et je me rappelle de la technique que j'avais utilisée, je me rappelais de ce que j'avais fait, de ce que j'avais utilisé pour la faire. Et je m'étais dit, ça, je savais que ça, j'avais adoré le faire. Et c'était vraiment un truc que j'avais vraiment aimé. Et je me suis dit, mais... Donc, au moment où je me suis retrouvée un peu genre, à devoir sauter dans le vide, je me suis dit, mais comment je peux vendre des dessins de tortues ? Ça risque de poser problème, là. Je pense que mon entourage va s'inquiéter. Et du coup, en fait, j'ai regardé un petit peu, je me suis intéressée un petit peu à ce que faisaient les autres. Et c'est un truc assez niche, en fait. Dessiner des animaux, des plantes, c'est assez niche. Et en fait, il faut en vouloir, quoi. Il faut vraiment... J'ai eu un parcours un peu dur quand même, moralement, parce que j'ai sauté un peu dans le vide sans carnet d'adresse. Évidemment, je ne connaissais personne qui pouvait être intéressé par des dessins d'animaux. C'est hyper dur. La première fois que tu m'as dit que tu faisais du dessin de naturaliste, j'étais... Alors déjà, c'est quoi ? Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les 4 matins. Ouais. Et en plus, de dessiner uniquement des plantes et des animaux et de proposer uniquement en technique traditionnelle, et comme tu dis, c'est ultra niche. Ouais. Et t'as réussi quand même à trouver des premiers clients assez rapidement. Alors en fait, je me suis dit, je saute dans le vide et je me suis dit, je quitte mon boulot et à ce moment-là, je vais devoir... Parce que pour moi, c'était presque une corvée en fait de me mettre sur Instagram parce que j'avais ouvert un compte Instagram très très longtemps en arrière auquel j'ai pas touché. Et en fait, je me suis dit je vais devoir faire vivre ce compte et ça me faisait peur parce que j'avais un peu de pudeur, parce que tout le monde traverse un peu. J'avais de la pudeur et avec mes dessins, donc je n'arrivais pas à montrer mes dessins et j'avais de la pudeur sur Instagram, enfin sur Internet globalement quoi. Donc j'ai dû accepter le truc et finalement en fait maintenant j'y ai pris goût évidemment mais je me suis dit je vais devoir en fait montrer mes dessins. Évidemment je vais pas toquer aux portes des gens en leur disant bonjour, je fais des dessins. Vous voulez une tortue ? C'est ça. Donc je me suis dit la plus facile des manières c'est de les publier. Ouais. Et donc du coup je les ai publiés. Alors j'avais l'impression de publier à fond, alors qu'en fait j'en publiais un timidement dans le mois. Mais ça c'est des trucs qui ont des dimensions dans nos têtes quoi. Mais bien sûr.
Mais en fait, voilà, donc j'avais l'impression d'être à fond. Tu vois. Mais par contre, ouais, je produisais beaucoup dans mon bureau. Et du coup, ouais, j'ai publié. Et puis en fait, j'ai eu mon premier contrat avec une marque de papier peint. Alors avant ça aussi, j'avais fait une fresque pour mon neveu, en fait, pour mon neveu. Et alors à ce moment-là, je me rappelle que j'avais publié des vidéos sur Instagram, pardon. Et en fait, les gens il y avait des inconnus en fait qui me disaient mais c'est votre boulot, vous faites ça où? Et du coup, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Je me suis dit waouh, mais ça veut dire que c'est bizarre en fait, il y a des gens qui s'intéressent à mes dessins. Donc j'avais continué de publier un peu timidement et donc voilà, au moment où je me suis lancée, en fait, j'ai publié un peu plus intensément, mais bon, c'était pas la folie non plus. J'avais l'impression d'être à fond, mais j'étais pas à fond. Et du coup, ouais, il y a une marque qui m'avait contactée, une première marque qui est hyper chouette, qui s'appelle Art Walls. C'est une marque de papier peint, et donc ils m'ont envoyé un DM complètement par hasard. Moi, j'ai cru que c'était une blague, donc j'ai laissé le message en dormance dans ma boîte pendant je sais pas combien de temps. Et pendant plusieurs jours. Et puis après, j'étais retombée dessus par hasard. Je me suis dit, mais en fait, c'est quelqu'un qui me demande de taffer avec eux. Donc du coup, et puis en plus, en fait, après, en voyant la marque, comme j'avais fait de l'archi d'intérieur, je me disais, mais je connais. Mais bien sûr que je connais, en fait. Et du coup, moi, j'avais répondu en me disant, bon, ça se fait ou ça se fait pas. Et en fait, non, ils étaient hyper partants. Génial. Donc ouais, c'était cool. Donc ça t'a permis de te lancer là-dedans. Ça m'a permis de me lancer et de m'apercevoir qu'en fait, je peux vendre mes dessins. En fait, ça a débloqué un truc. Et je me suis dit, mais en fait, je peux vendre mes dessins, en fait. Qu'est-ce qui m'en empêche? En fait, moi, ce que je trouve impressionnant dans ton parcours, c'est que moi, quand j'ai commencé à me dire, OK, j'ai envie d'être illustratrice, il va falloir que je me fasse un portfolio et dessiner des choses, dans ma tête, c'était obligatoire que je sache dessiner tout. Ouais. Et toi, ce que j'adore avec ton profil, c'est que tu t'es dit non, moi je dessine que des plantes et des animaux, parce que je t'ai jamais vu dessiner des personnages, ou en tout cas, moi je les ai pas vus. Après, tu t'es pas dit qu'il fallait que tu dessines un peu tout et n'importe quoi, et non. Tu t'es dit ok, illustratrice naturaliste, j'ai vu des exemples, je sais après, que il y a une c'est petite possible. Subtilité, c'est que comme j'ai fait, alors j'ai fait de l'art appliqué, mais j'ai fait aussi beaucoup d'architecture d'intérieur et design. Du coup, j'ai déjà expérimenté le dessin d'espace et le dessin d'objets beaucoup pendant mes études. Et je savais déterminer ce que j'aimais dessiner ou pas. D'accord. Parce que c'est pas un manque de savoir technique, parce que si tu veux que je dessine une Formule 1, je peux le faire, mais c'est pas du tout mon délire. Donc je savais, en fait, au moment où je me suis lancée, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? En fait, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est les plantes et les animaux. Après, bon, je sais pas, si une marque tout à coup vient me voir, je sais pas, pour me demander, pour me proposer un contrat de ouf pour dessiner, je sais pas, une Formule 1. Une bagnole, voilà. Bon, si le contrat est vraiment très intéressant, mais ils viendront, je pense qu'ils viendront jamais, mais bon, voilà. Si vraiment le contrat est complètement ouf, j'y réfléchirai, tu vois. Mais non, en fait, je sais, entre guillemets, tout dessiner, mais par contre, je sais ce qui me fait vraiment vibrer. Oui. Et c'était ça la différence. En fait, je voulais pas subir mes contrats, mes clients, etc. Je voulais vraiment choisir. Donc déjà, en fait, en ne faisant que des animaux et des plantes et des minéraux, en gros, il y a déjà un filtre, en fait. Parce que les gens, du coup, viennent me voir quasiment que pour ça, en fait, maintenant. Mais c'est ça que je trouve génial, c'est que tu as un médium de prédilection et tu as un sujet de prédilection. Et du coup, les deux combinés, en fait, c'est ton style. Ouais. C'est ton identité visuelle, ton identité graphique, c'est Ingrid. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'en tant que débutant, moi, je l'ai vu sur moi-même, mais aussi sur des personnes que j'ai pu accompagner, qu'au début, quand tu veux te lancer dans l'illustration, tu te dis, il me faut absolument un style, donc c'est-à-dire un médium, une façon de dessiner, mais il faut que je sache tout dessiner, tout et n'importe quoi. Alors qu'en vrai, c'est pas forcément le cas, quoi. C'est pas forcément le cas, ouais. Et cool. Et pour le médium, c'est pareil. Je savais aussi ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Je savais que le dessin digital, pourtant j'en ai fait beaucoup. C'est un truc qui m'a lassée. Parce qu'au début, la découverte, je trouvais ça génial, je trouvais ça magique, je trouvais ça rapide. Et en fait, je me suis lassée. J'ai plutôt la sensation de dessiner sur une vitre. Et par contre, le rapport avec le médium, tous les matériaux que j'utilise, en gros, ça, par contre, j'adore le manipuler. Et ça, je m'en suis rappelée aussi par rapport au dessin de tortue que j'avais fait pour un ami. Je me rappelle de la technique que j'avais utilisée, et c'était mon premier dessin en technique mixte. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça. En fait, mon truc, c'est vraiment ça. C'est ce matériau
et le sujet des animaux que j'aime allier en fait. Trop cool. Et du coup, est-ce que tu dessines un petit peu de manière digitale ou est-ce que tu fais 100% que du traditionnel pour tous tes dessins, que ce soit client ou perso? Je fais que du traditionnel et si j'en ai besoin pour un contrat en particulier, par exemple du dessin vectoriel, parfois je vectorise très rarement, hein, mais je dois vectoriser si par exemple mon dessin doit être brodé ou quelque chose. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Du coup, je dois vectoriser un peu mon dessin. Mais j'évite dans la mesure du possible. Ouais. Oui, toi, vraiment, ton univers et ton style, c'est 100% du traditionnel et c'est ce que tu vends. Ouais, exactement. C'est génial. Et t'as quel type de prestation client quand tu dessines en vectoriel? Ça y est, je suis partie sur le vectoriel, mais alors que pas du tout. En traditionnel, c'est quoi le type de mission que t'as? Alors, ça peut être de tout. J'ai vraiment des challenges différents dans plein de domaines. J'ai travaillé avec une marque de papier peint. Ça peut être là, tu vois, je travaille pour des packaging. Pour les packaging, tu vois, c'est pas nécessaire que ce soit vectorisé. Sauf si vraiment c'est des grands trucs immenses, ce qui est rare. Après, c'est numérisé dans le sens où tu le scannes et puis tu le mets sur un fichier Photoshop, j'imagine, pour qu'il puisse être appliqué sur des packaging. Mais de base, c'est que du tradit. Ouais, donc de packaging, tu vois, j'ai travaillé pour, pareil, la marque Le Petit Vapoteur. Ça peut être, là, tu vois, par exemple, j'ai travaillé aussi pour le Jardin des Plantes et le Zoo de Paris. Ça, c'était des tirages d'art et c'est pareil, c'était du tradi. Ouais, c'est que du tradi. Et c'est vraiment plein de challenges différents. Après, en fait, la seule règle que je me fixe, c'est que quand le client me contacte, même s'il voit, souvent il tombe sur mon compte Insta, hein, et donc il voit que je travaille en tradi, en fait, j'ai besoin d'avoir une conversation d'emblée avec eux en leur disant, voilà, ma technique, comme vous le savez sûrement, c'est du traditionnel. Okay. Donc le fonctionnement n'est pas du tout le même que si je vendais un dessin digital ou vectorisé. Ok. C'est pas la même démarche. Du coup, tu fais comment exactement? Imagine, moi, je suis une cliente, je te contacte sur Instagram, je dis Ingrid, j'adore ce que vous faites, j'aurais besoin de vous pour un projet. C'est quoi ton processus? Ouais, alors déjà, ils m'expliquent leur projet. Okay. Et moi, dans ma tête, déjà, je sais calibrer si ils ont vraiment besoin d'un tradi ou s'ils ont vraiment besoin d'un truc vectorisé ou qui n'est pas dans mes cordes. Donc je leur explique aussi en fonction de... Eux, ils m'expliquent leurs demandes. Moi, je leur explique mon fonctionnement direct d'emblée. Okay. Pour bien clarifier les choses. Ouais, parce qu'il faut vraiment clarifier les choses. Et que je leur explique la manière dont je fonctionne et le timing que ça peut prendre, etc. Parce que la démarche n'est pas la même. Par exemple, pour un dessin numérique, tu peux faire des retours en arrière, il n'y a pas de problème, tu corriges des trucs, tu reviens avec le truc, et voilà. Moi, j'explique... Donc déjà aussi, je leur fais comprendre aussi la dimension de temps. Moi, mon dessin, il prend un peu plus de temps qu'un dessin digital. Et je leur explique pourquoi. Parce que, en fait, je pense que dans ma manière de voir les choses, je pense qu'il faut être au maximum transparent avec le client pour lui expliquer que ta manière est différente de certaines autres et que t'es pas là aussi pour lui vider les poches. C'est pas parce que tu lui expliques que ton dessin prend 3 jours de plus qu'un dessin digital. Enfin, en gros, il faut expliquer cette marge, en fait. Oui. Et l'autre truc, c'est que, du coup, quand on est sûr de l'idée, que moi j'ai bien compris l'idée du client, et que, voilà, on a un accord, en fait, je lui prépare un devis où je trace tout ce que je fais, okay. Et je lui dis, voilà, à tel moment, on va faire un stop avec un aller-retour. Alors moi, je plafonne à un aller-retour, parce que j'ai pas envie d'avoir 10 000 allers-retours. Je fais un aller-retour, mais avec plusieurs modifications possibles. Et généralement, en fait, ce stop-là, il est au niveau de l'esquisse. Oui, c'est ce que j'allais demander. En fait, donc, on se met d'accord sur l'idée, je propose l'esquisse. Donc, l'esquisse, elle va dans la bonne direction. Après, le client, il peut me dire, bah non, mais là, est-ce que vous pouvez, je sais pas, ajouter un truc, retirer quelque chose, bouger la tête, bouger une patte. Bon, ça peut arriver. Ça arrive pas systématiquement, mais ça arrive. Et à ce moment-là, en fait, au moment où on est OK sur l'esquisse, quand je leur montre, je démarre la colorisation. Okay. Et là, c'est pareil, au niveau de la colorisation, il peut y avoir une autre option. Ça dépend vraiment du client. Soit le client me fait confiance pour la colorisation, ça fonctionne. Soit il veut avoir un petit aperçu, et donc du coup, je commence tout en fait sur l'esquisse. Par exemple, si je fais une scène, je sais pas, je dis une bêtise, un singe dans une forêt, bah en gros, je dessine
la colorisation, je commence la colorisation du singe sur un bout du singe, je commence la colorisation sur un bout d'une plante, sur une autre plante. Donc en gros, en fait, je commence des petits bouts. Ok. Juste pour et donner ensuite, des petits aperçus. je montre au client, je lui dis voilà, est-ce que cette ambiance-là de colorisation, c'est ok pour vous? Ça m'est jamais arrivé d'avoir un non-nom rédhibitoire et de devoir recommencer. Mais au moins, ça donne une sorte de petit patch pour chacun. Carrément. Et du coup, après, quand c'est lancé, c'est lancé. Et du coup, je poursuis la colorisation. Stylé. Ça peut arriver. Ça m'est rarement arrivé de faire ça parce que souvent j'ai une confiance. Ça me fait plaisir. C'est ça, c'est ce que j'allais demander. La plupart des clients, ils te donnent quand même... Enfin, ils te font confiance au niveau des couleurs. Mais ça peut arriver, par exemple, notamment pour la marque de papier peint dont j'ai parlé, comme c'est un motif qui peut être répété, du coup, c'était un peu nécessaire dans ce cas de figure-là. Okay. Voilà. Mais sinon, généralement, non, j'ai une bonne confiance de la part des clients et c'est cool. Ouais. De toute façon, tes crayons de couleur, t'en as pas 100 000. Ouais. Donc j'imagine que ça reste quand même sur des catégories de couleurs que tu aimes bien utiliser, que tu utilises de toute façon dans ton travail, qu'on voit sur Instagram. Donc j'imagine aussi que les clients, ils s'attendent aussi à ces palettes de couleurs-là. Ouais, tout à fait. Donc ils te donnent... Mais après, tu vois, par exemple, je sais pas... pour reprendre cette histoire de singe dans la jungle, par exemple, tu vois, le client peut me dire ah bah non, je le voyais plutôt dans une ambiance de coucher de soleil. Donc là, du coup, même si ça reste ton style de dessin, il faut changer un peu l'ambiance de la colorisation. Donc ça, c'est voilà, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver si, je sais pas, le client a oublié de me dire je voudrais cette ambiance. Ok. Et une fois que tu as fini ton illustration, tu la scannes et t'envoies quoi au client? T'envoies pas l'original? Non. Je nettoie l'image. Okay. Quand je dis nettoie, j'essaye au maximum de garder la nature de l'image. Donc en fait, souvent j'enlève le fond, le fond papier. Je peux rehausser un peu certains niveaux, certains trucs, mais j'essaie de vraiment garder la nature même de la couleur. Le but, c'est pas de rajouter des filtres, des machins. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le traitement de l'image pour qu'elle soit propre, qu'elle soit exploitable, qu'elle soit agrandissable si besoin. Tout ça sur Photoshop. Ouais, ok, c'est ça. Et après, t'envoies un PDF haute définition au client. Exactement. Il y en a qui te demandent les originaux de temps en temps? Non. Jamais? Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Non. Ok. De toute façon, je précise pour les débutants, les originaux, ça se vend. C'est ça. C'est une ligne en plus sur le devis. Oui, exactement. Oui, ça se vend au client. Les originaux, ils pourraient les avoir, mais exactement. Si vraiment ils les voulaient, je sais pas, je dis une bêtise, t'as une marque qui te demande une illustration de ce singe qui est dans la jungle, et finalement ils l'aiment bien, ils ont envie d'avoir l'original pour l'exposer lors d'une Après, expo, tout dépend des droits que tu vends aussi au client, mais par exemple, si par exemple je vends une illustration pour un packaging, cette illustration, l'original, j'ai pas le droit de la vendre à un autre client. Ah bah oui, normal. Donc si je la vends, ça dépend des droits que j'ai vendus au client. Oui. Mais si le client, par exemple, a acheté l'intégralité des droits et l'exclusivité, tu vois. Là, tu peux plus rien en faire de toute façon. Moi, je peux juste l'encadrer chez moi, tu vois. Et dire, voilà, j'ai fait une illustration. C'est déjà pas mal. c'est cool. Non, mais c'est cool. Mais oui, je préfère préciser parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y pensent pas forcément quand on débute dans l'illustration. Si votre client veut l'original, il faut absolument que vous le rajoutiez sur le devis. Ce n'est pas le même prix parce qu'une fois qu'il a cet original, il peut effectivement le scanner et en faire ce qu'il veut. Et vous n'avez plus votre mot à dire. Donc, c'est pas du tout le même prix que de vendre un PDF haute définition qui est encadré par un contrat de droit d'utilisation dans lequel vous dites à votre client cette illustration, elle sera utilisable seulement sur ça, ça et ça durant tant de temps. C'est un peu comme un fichier source. Sauf que c'est mon fichier source traduit, tu vois. Bien sûr. C'est un peu la même gymnastique intellectuelle. Totalement. En fait, parce qu'une fois qu'on a un original, que ce soit un fichier source numérique ou du tradi, on peut rajouter des trucs dessus aussi. Oui, tout à fait. Une fois que le client l'a acheté, il peut très bien dire à un autre artiste, tiens, rajoute un papillon par-dessus, quoi. Ouais. Et vous avez rien à dire parce que vous lui avez vendu. Donc, ça se monnaie. Et ça se monnaie généralement aussi même bien. Et du coup, tes clients aujourd'hui, ils te trouvent uniquement par Instagram? Je pense que c'est... Franchement, j'ai pas regardé, mais je pense que 90% c'est... Il y a peut-être du bouche à oreille aussi maintenant que ça fait plusieurs années. Je pense que maintenant, il y a du bouche à oreille qui vient se mêler. Et puis j'ai aussi des clients qui reviennent, donc... Voilà, ça vient un peu s'ajouter, mais à la base, je crois que c'est vraiment Instagram qui m'amène la plupart de mes contrats. Je commence un peu à avoir des gens qui viennent voir mon site, mais je pense qu'ils viennent voir mon site parce qu'ils m'ont vu sur Instagram. Je pense.
J'ai jamais pu analyser ça, mais... Après, tu as une présence aussi sur pas mal d'autres plateformes. On a parlé de prestations de services, mais aussi tu fais des ateliers à côté. Ouais, les ateliers au PAN. Au PAN notamment. Et du coup, eux, t'es quand même mentionné pas mal sur leur site, sur leur Instagram. Ouais. Ils ont leur propre visibilité. Et plus derrière, tu vends aussi des prestations à des musées. Donc, j'imagine qu'il y a aussi ton nom du coup, qui est affiché quelque part. Je sème plein de choses malgré moi. Mais à la base, tu vois, par exemple, les musées, ils m'ont trouvé sur Instagram. Okay. Tu vois, et puis après, oui, c'est vrai qu'après, du coup, je fais des ateliers. Par exemple, j'ai fait des ateliers aussi au Jardin des Plantes. En fait, sûrement, en fait, je dois avoir des gens en fait qui me suivent par rapport à ces ateliers. Mais en fait, c'est vrai que la graine de base vient d'Instagram. Et puis après, oui, je fais des ateliers. Donc du coup, j'ai de la communauté qui se ramène, qui s'ajoute, et ainsi de suite, en fait. Et là, par exemple, j'ai fait des tirages d'art pour le Zoo de Paris, la ménagerie du Jardin des Plantes. Les gens qui parrainent des animaux et qui ont mon tirage en contrepartie, en gros, oui, ils me connaissent du coup par ce biais-là. Alors qu'à la base, la toute base, c'est vrai que c'était Instagram. Oui. Mais c'est une sorte de contagion, en fait. Il y a une sorte de réseau de contagion. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Oui, de toute façon, pour tout le monde, une fois que tu commences à avoir un client par-ci, un client par-là, et je trouve que toi, tu as vraiment la dimension humaine que tu as rapportée très vite dans ton travail grâce aux ateliers. Ouais. Et du coup, ça s'est vite... Ouais, je sais pas. Ouais, ça s'est développé. C'est une petite graine dispersé. Qui a poussé, qui a fait des feuilles. Et qui est partie un petit peu dans tous les sens. Et ça te permet d'avoir des clients très différents aujourd'hui, qui sont hyper cool. Mais après, toi aussi, tu fais la démarche d'aller voir de nouveaux clients potentiels. J'ai vu que tu étais au salon Maison et Objets il y a pas très longtemps. Ouais. Alors parce que exactement, c'est vrai. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas été. Mais t'avais pas un stand, mais t'allais présenter ton taf, non? J'ai rien présenté du tout. Alors non, en gros, ce que j'avais en tête en y allant, c'est que ce salon, j'y avais pas été depuis des années. Et en gros, clairement, dans mes projets 2025, vous allez le savoir. Ah là là, une exclusivité. Non, en gros, j'aimerais un peu plus installer mes dessins dans le domaine de l'habitat, de la maison. Et travailler pour d'autres marques de papier peint, mais aussi travailler pour des tapis, de la vaisselle, vraiment l'installer vraiment à l'intérieur, plutôt que de garder des supports papier, tu vois, j'adore faire des tirages d'art, etc. Mais c'est juste que j'aimerais bien avoir aussi mes dessins sur d'autres supports. Et donc j'y allais un petit peu en éclaireur pour voir un peu si ça pouvait matcher avec certaines marques, etc. Trop bien. Ouais. On verra. Ouais, on verra ce que ça donne. 2025 nous le dira. Si un jour vous achetez une assiette avec un dessin d'un petit singe d'Ingrid, envoyez des photos. Ce serait génial. Et à côté de la prestation de services et des ateliers, tu fais t'as d'autres sources de revenus? Je sais pas si t'as une boutique en ligne. T'en as une à une époque, J'ai une boutique en ligne que je communique très peu. Ok. Ouais. Je devrais, là, à l'arrivée des fêtes, par exemple, tu vois, je devrais. En fait, je m'aperçois juste que je travaille beaucoup en B2B parce que c'est ce qui me tombe sur la tête instantanément et que du coup, c'est des gros contrats. C'est à juste mesure, mais en gros, c'est ça qui me fait vivre en premier. D'accord. Et du coup, comme je me concentre beaucoup dessus parce que je réponds en fait aux missions qui me sont demandées, j'ai peu de temps à accorder, à allouer à ma boutique en ligne. Donc du coup, c'est passé en second plan. Okay. J'aimerais investir mon temps et mon énergie, chacun vraiment, tu vois, vraiment de manière à 1000%. Linéaire. Mais là, je traite vraiment ce qui m'apporte mon mode de vie en premier, quoi. Donc c'est plutôt ça. Mais voilà, après, c'est pas quelque chose que je compte abandonner, c'est juste que c'est quelque chose qui est passé en second plan parce que c'est la vie, quoi, pas le temps. Mais il y a aussi d'autres trucs que j'aimerais bien faire, tu vois. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans, ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas fait de fresque. Ça, j'aimerais bien, pareil, en refaire. Mais en fait, Instagram, je pense que c'est beaucoup lié à Instagram, mine de rien. Et quand tu communiques un truc, t'as des demandes derrière. Je sais pas, si je faisais une fresque là demain, ça se trouve, en fait, si je la communique sur Instagram, en gros, ça m'engendrerait des demandes de fresques. Juste là, j'en ai pas fait depuis longtemps parce que j'ai eu une énorme demande en atelier et en illustration. Et donc, du coup, j'ai répondu à ces demandes-là. Et du coup, ça m'engendre encore d'autres demandes d'atelier, d'autres trucs.
Et ça me plonge un peu, malgré moi, dans ce genre de choses. Mais voilà, les fresques, je pense que c'est un peu le même fonctionnement. Et si j'en sais plus, je communiquerai plus dessus et j'en aurai plus. Je pense. De toute façon, c'est sûr et certain, vu que Instagram, c'est ta vitrine, c'est ça qui te génère la visibilité sur un projet. Ouais. Pour moi, si même demain, tu voulais changer complètement de style et dessiner je sais pas, des enfants pour faire de l'illustration jeunesse, il suffirait de poster pas mal d'illustrations jeunesse et puis ça générerait de la visibilité dans ce sens-là aussi, quoi. Après, là, t'es bien installée dans le domaine de l'illustration naturaliste, je trouve. J'ai encore beaucoup d'efforts à faire, mais... Oui, mais bon, t'arrives à quand même avoir ton planning qui est plein, avoir quand même pas mal de contrats. Faut savoir qu'à chaque fois que je vois Ingrid, elle me dit « Oh là là, j'ai tellement de boulot !» Ouais, mais je dis que j'ai du boulot parce que en effet, j'ai du boulot. Bien. Après, j'ai aussi une vie développée. J'ai des enfants, j'ai des animaux, donc j'ai aussi une vie assez concentrée. Mais j'ai encore des périodes calmes, plus calmes que d'autres, mais de moins en moins. Donc ça, c'est trop cool, ça me rend... un chouïa plus sereine, mais bon, je suis un peu, parfois un peu anxieuse de nature, donc voilà, j'ai quand même conscience que je dois encore pédaler pour avoir des trucs intéressants et aussi surtout avoir des choses que je cible moi-même, tu vois. Donc, Après, là, aujourd'hui, les clients qui te contactent, c'est quand même des clients qui sont cool, enfin, qui te font avec des projets qui te font vraiment kiffer. Ouais. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que maintenant que j'ai un peu affirmé ma patte, ma niche, mon style, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros, les gens viennent me voir uniquement pour ce que je communique. Oui. On va pas venir me demander, je sais pas, tout à l'heure on parlait des bagnoles, mais voilà, on vient pas me demander des trucs à côté de la plaque. Ce qui peut arriver pour certains dessinateurs, je pense, c'est qu'on arrive avec des trucs genre, est-ce que tu peux me dessiner un truc qui n'a aucun rapport avec ce que je fais et qui clairement me saoule, tu vois. Et du coup, ça, je suis au moins contente en fait d'avoir des demandes qui sont en rapport avec mon univers. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est trop cool. Ouais. Mais c'est un vrai travail. Hein. Moi, je bosse là-dessus aussi parce que je dessine. Moi, c'est surtout les personnages. J'adore dessiner des personnages. Je dessine dans tous les sens. Et je me dis, mais il faut pas que je m'en éloigne trop non plus. Parce que si je commence à dessiner des maisons et que d'un coup, on me demande que des maisons, je vais être perdue aussi. Donc, dessinons ce qu'on aime dessiner. Il faut le montrer. Exactement. Décliner ce sujet-là, peut-être à toutes les sauces. J'abuse un peu. Mais le décliner un petit peu, là, c'est des animaux et des plantes. Donc, il y a quand même pas mal de déclinaisons à faire déjà avec ces deux thématiques-là pour avoir un portfolio qui va dans ce sens-là et avoir des clients qui viennent nous contacter uniquement pour ça. Exactement. Et là, c'est un kiff total, quoi. Et je pense que parfois c'est dur, hein, je pense, quand on commence de déroger à cette règle, de se dire est-ce que j'accepte, même si ça me plaît pas, bon. Peut-être au début, t'es un peu tenté, mais après, moi maintenant, en fait, je me dis, est-ce que je kiffe, est-ce que ça me saoule? Si le tri est fait rapidement, voilà. Mais non, ça m'arrive pas, en fait, j'ai pas... Ça t'arrive plus, peut-être? Ouais, ça m'arrive plus, je pense, ouais. Trop bien. Et question technique, parce que je sais qu'on va me la poser, comment est-ce que tu définis tes prix? Quand il y a un client qui vient te voir, avec le type de projet que c'est, qui te donne, comment est-ce que toi, t'arrives C'est une très bonne question. À définir une fourchette au moins de prix pour faire ton devis? En sachant que, c'est avec les lieux traditionnels, tu me disais en plus que tu passais beaucoup de temps. Ouais. Alors, ça dépend de la complexité du dessin. Il m'a fallu du temps pour savoir ce qui me prenait du temps. Et il m'a fallu des expériences un peu reloues aussi pour savoir que, finalement, une esquisse, ça prend pas une demi-journée, ça prend parfois 2-3 jours, parce que il faut que je me mette... ça se construit, en fait. Et ça s'élabore et donc voilà, des fois ça peut... J'ai appris avec ces expériences-là à savoir combien de temps je mettais. Donc j'arrive à avoir... au début j'avais une fourchette vachement lâche, je me disais ça va me prendre... ou alors j'étais complètement à côté de la plaque, je me disais ça va me prendre 1 heure. Et en fait non. Et donc du coup voilà, à force d'avoir des expériences, ça m'a permis d'avoir des fourchettes plus exactes dans ma tête. Et je facture au temps. Je facture pas... et ça, c'est pareil. Je prends le temps avec chaque client d'expliquer ma manière de faire, ma manière de voir les choses, de vendre les choses. Je vends pas une feuille de papier avec un dessin. Je vends du temps. Okay. Donc, si un client vient me voir en me demandant déjà un animal ou une plante sur une feuille blanche, sans fond, sans rien, ça prend du temps. C'est pas un truc qui me prend... Je compte jamais en demi-journée. Je compte jamais à l'heure. Je compte jamais en demi-journée. Okay. Pour moi, c'est un dessin...
déjà de base, sur une feuille blanche 30 par 40, ça me prend entre 3 et 5 jours. D'accord. Après, si vraiment c'est une demande complètement ouf, je peux dire, bah non, là, ça me prend encore plus de temps. Mais généralement, et déjà, c'est calme. Parce que bah, du coup, c'est à la journée. Donc du coup, je facture ça. Et si, par exemple, c'est un packaging qui nécessite plusieurs illustrations qui vont être ensuite rassemblées sur un packaging, parce que ça arrive aussi, et c'est ce que je fais, bah, du coup, je détaille tout. Je détaille tout au client. Voilà, l'esquisse va me prendre temps. Donc dans l'esquisse, je comprends un aller-retour. Donc ça, c'est pareil, je l'explique. Et ensuite, j'explique au client, bah ça, si vous voulez cet animal en plus, ça va encore prendre un peu plus de temps parce que ça me prend un format, je le fais sur le format, ensuite je le nettoie, je le rétrécis, je l'incorpore dans le décor. Enfin, j'explique. En fait, mon fil conducteur, c'est important que je l'explique parce que, encore une fois, les gens, ils sont pas dans notre domaine et ils savent pas que combien de temps ça prend du temps. Et moi, en plus, il y a plein de pièges parce que il y a plein de manières de montrer ça et en fait, il faut montrer beaucoup de professionnalisme. Il faut expliquer la manière dont on le fait parce que il y a aussi un autre truc trompeur. Excuse-moi, j'ai un peu je pars un peu dans tous les sens, mais il y a un autre truc qui est très trompeur aussi, c'est que moi, je montre beaucoup mes dessins en vidéo. Et donc, c'est raccourci. C'est raccourci. Alors déjà, il y a les Reels en accéléré. Ça, j'ai un peu... D'ailleurs, j'y vais mollo avec ça maintenant parce qu'en fait, je me suis aperçue que les gens, ils ont l'impression que je fais ça en même pas une journée. Alors qu'en fait, un dessin, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me prend entre 3 et 5 jours. Des fois, ça me prend plus. Et quand je le montre en accéléré, les gens, ils ont une impression de facilité. En fait, ils ont l'impression que c'est facile et rapide. Voilà. En fait, même si c'est accéléré et qu'ils me disent oui, mais bien sûr que c'est accéléré. Oui, mais ils ont l'impression que je fais ça en 1 heure. Donc les gens déjà qui viennent me dire ouais, est-ce que tu peux faire un dessin en 1 journée, machin. Déjà non, j'explique. Non, mes dessins ne prennent jamais 1 journée. Mais aucun dessin, aucun. Il y en a aucun. Tu vois. Et du coup, je leur explique, mais moi j'ai plusieurs étapes. Moi j'ai l'esquisse, j'ai aussi, en plus j'utilise une technique mixte, donc peinture et crayon de couleur. Donc j'ai des temps de séchage, etc. Je joue par couches aussi, donc parfois je superpose des couches, des trucs. Donc tout ça, voilà. J'explique le temps, je dois décortiquer, etc. Et donc voilà, je sais plus la question de base. Non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, la première question que je peux avoir en tête quand tu m'expliques ça, si j'étais très débutante, c'est en mode, mais attends, un client que tu factures à ton TJM 5 jours de suite et ils disent oui, dans le sens où ça peut être, à mon avis, des gros devis. Ouais. Forcément, tu peux pas faire une illustration pour 300 € si tu passes 5 jours dessus. Ouais. Donc, t'as pas des clients qui ont été réticents, qui t'ont dit non, finalement, on n'a pas le budget ou quoi que ce soit. Ils me donnent pas de nouvelles. Ils te ghostent directement. Ouais. Et... Non, mais ouais, en fait, ce qui est, c'est pas compliqué. En gros, comme j'explique la valeur de mon travail, je pense qu'ils se sentent un peu, bête de revenir en négociant en me disant oui mais voilà, enfin au moins c'est clair quoi. Voilà, au moins c'est clair en fait. Et ça je le prends pas peut-être qu'au début je me disais mince, c'était peut-être trop cher, en fait non, en fait c'est la valeur de mon travail. Donc je leur fais comprendre la valeur de mon travail et après soit ils acceptent parce qu'ils en ont envie et qu'ils ont le budget, soit ils acceptent pas parce que même s'ils en ont envie, malheureusement ils ont pas le budget et moi je le comprends aussi. Enfin, oui, bien sûr. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, les gens qui viennent me voir direct en me disant on veut tel truc mais on a un petit budget, alors ça par contre généralement c'est toi qui ghost. Ça peut faire des nœuds. Ça peut alors c'est pas que je le prends mal mais en tout cas j'explique les choses, je remets les points sur les i en disant moi je travaille comme ça, donc ça prend du temps, ce que vous me demandez ça prend du temps et voilà, là il peut y avoir discussion mais je garde une certaine rigidité. C'est cool, tant mieux. Je peux avoir une flexibilité, mais pas trop quand même, quoi. Ouais. Tu vois. En gros, mais en fait, moi, c'est très propre au dessin, les négociations, etc. Mais quand tu vas voir, quand tu vas t'acheter ton iPhone chez Apple, tu vas pas voir le conseiller chez Apple en lui disant voilà, moi je veux vraiment le dernier iPhone, par contre j'ai pas le budget. Est-ce que tu dois faire ça? Non.
Moi, je vais pas chez Apple en disant mais est-ce que vous pouvez me faire 50% moins cher? C'est ridicule. Tu vas pas à la place Vendôme voir, je sais pas, un joaillier une super belle bague en lui disant voilà, est-ce que vous pourriez me faire cette bague-là mais à mon prix, s'il vous plaît? Tu vois, non, il y a un décalage. Alors après, dans le dessin, tu peux avoir une petite flexibilité, leur dire bon bah voilà, soit pour la conception, soit pour les droits, tu peux leur dire voilà, je peux vous faire un package ou un truc. Chacun s'arrange comme il veut, mais par contre, tu réduis pas à 50%, quoi. Tu vois. Tu peux avoir un petit geste en disant bon voilà, si vraiment votre budget c'était ça et que moi ça me prend tant de temps, voilà, on peut trouver un accord, etc. Mais tu fais pas 70%. Non, tu peux pas. Mais ça peut. Je pense que il y a énormément. Même au début, tu sais, quand t'as le syndrome de l'imposteur, tu te fais même pas rouler dessus par le client, tu t'auto-roules dessus, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu te dis, non, mais c'était peut-être trop cher. Tu sais. Oui, moi, ce que je faisais dès le début, c'est que quand le client me disait qu'il n'avait pas le budget pour faire ce dont lui, il avait envie, je faisais changer ce dont lui, il avait envie. Ouais, parce que voilà. Pas mon budget à la limite, ça peut se faire aussi. C'est ça. Je dis, attendez, vous avez pas le budget pour faire 3 animaux et un décor. Ouais. Peut-être qu'on va faire qu'un animal et un décor. Mais complètement. Et du coup, ça réduit le temps de travail, ça réduit donc le budget, et au final, on peut faire un truc tous les deux, quoi. Ouais, complètement. Donc, je préfère négocier dans ce sens-là, revoir le brief, plutôt que moi baisser mes prix. Ouais, bien sûr. Et ça devient plus intéressant. Bien sûr. Et du coup, ce côté commercial que tu as et que tu arrives à expliquer correctement à tes clients, tu arrives à bien renégocier tes prix avec eux, est-ce que c'est quelque chose que tu avais dès le départ quand tu as commencé ton activité ou c'est quelque chose que tu as appris après? Non. Je pense que j'ai eu plein de déclics au fur et à mesure des expériences, des trucs. Je me suis moi-même roulée dessus aussi au début. C'était très drôle, mais en gros, il y a un moment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais c'était il y a quelques mois ou années, mais en gros, je m'étais dit, justement au moment où j'avais travaillé pour cette marque de papier peint, il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, la négociation, c'est vraiment un truc, c'est particulier parce que il faut pas surestimer son travail, mais il faut pas le sous-vendre non plus. Et il y a un moment, je m'étais dit, il faut que je trouve un agent, en fait. Et donc, j'avais contacté quelques agents. Moi, après, j'étais trop... je pense que j'étais un peu trop jeune dans mon parcours pour pouvoir séduire un agent. Mais donc, du coup, en fait, j'ai pas attendu. Je me suis dit, OK, là, j'ai pas d'agent. Je vais être moi-même mon propre agent. Comment je peux vendre correctement mon travail et surtout payer mes charges, etc. Enfin, j'ai quand même une vie à gérer. J'ai des enfants, des animaux, une maison, des trucs. Et je dois faire des contrats qui sont pas déconnants, en fait. Donc, je dois vendre mon travail à sa juste valeur. Donc ça, c'était un gros déclic. Et après, du coup, en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, en fait, je peux pas rester enfermée dans mon bureau. Donc, il faut que je commence aussi à communiquer mon travail un petit peu à droite, à gauche et à montrer que je suis à certains endroits. Et c'est indispensable pour que mon travail puisse être communiqué. Comme le ferait un agent. Je sais pas, un agent, il va, dans des vernissages, dans des conférences, peu importe, dans des événements. Il va essayer de se chercher des contacts, des personnes avec qui il va pouvoir proposer le bon travail de ses illustrateurs. Et mine de rien, en fait, en rencontrant les gens, en parlant sans essayer de leur vendre, c'est pas ça le but, en fait, c'est juste dire voilà, j'étais à tel endroit, c'est un moment que j'ai adoré parce que c'est en rapport avec mon univers, les animaux, les plantes. Et du coup, mine de rien, en fait, je pense que c'est nécessaire de le communiquer à l'extérieur, de ne pas rester sur Instagram, c'est génial, c'est bien et c'est nécessaire, mais il faut aussi bouger, quoi. Bon, on a la chance d'être pas loin de Paris et donc du coup, c'est facile de le faire, quoi. Oui, pour nous, il suffit d'un événement, il suffit, comme tu dis, d'un Après, je pense que j'avais besoin de ce moment d'être très enfermée dans mon bureau pour pouvoir produire, parce qu'il fallait que je montre patte blanche. Déjà, il fallait que je dise je dessine. Donc déjà, pour dire je dessine, déjà, il fallait que j'ai quand même un nombre de dessins avant. Mais maintenant, en fait, je me dis, maintenant, j'ai suffisamment de matière à montrer et maintenant, il faut que je puisse dire que j'existe, en fait.
Oui, moi j'appelle ça juste montrer que j'existe, effectivement, faire coucou. Ouais, c'est ça, exactement. Maintenant qu'on a assez de choses, enfin moi mon Instagram, il y a déjà beaucoup d'illustrations dessus, mon site aussi, mon business, tout est plein en fait. Donc le seul but que j'ai aujourd'hui en communication sur mon boulot, c'est de montrer que j'existe. C'est ça. Donc d'aller faire coucou. Donc moi, ma technique, c'est plutôt d'aller dans les DM des marques, des clients que j'envisage et leur dire « Coucou les gars, j'existe, voici un projet qu'on pourrait faire ensemble qui pourrait être sympa. » Mais ça marche tout aussi bien quand tu vas en vrai. Moi, je suis un peu plus timide, je trouve, d'aller dans un événement et de serrer les mains aux gens en disant « Bonjour, alors moi je suis illustratrice » et de l'amener naturellement aussi dans la conversation pour que les gens disent Moi, ça me mêle aussi le plaisir. Enfin, tu vois, par exemple, je sais pas, quand je vais dans des endroits, dans des parcs, dans des zoos, ou ce genre de choses, je vois des animaux qui m'inspirent en même temps. Donc du coup, après, ça se fait vraiment naturellement de fil en aiguille, en fait. Tu vois, par exemple, un truc un peu concret, il y a une expo au Jardin des Plantes chaque année, toujours la même depuis quelques années, qui s'appelle 1001 orchidées. Et si tu veux, quand j'y vais, en fait, je vois des orchidées partout. J'ai envie de les dessiner. Et donc, du coup, je les ai dessinés, tu vois, parce que j'avais été à cette expo et que j'avais vu juste des merveilles. Et donc, du coup, quand tu tags des gens, pas des gens, le lieu où tu les as un peu capturés, en gros, de fil en aiguille, ça se fait, tu vois. Et c'est comme ça, après, sûrement, que je me suis mise à travailler avec eux, etc. Mais ça s'est fait parce que j'ai été à cette expo et que ça me parlait, en fait, tu vois. Je me suis pas présentée à l'expo en disant, voilà, je suis dessinatrice, tu vois. En fait, je cherche du boulot, embauchez-moi. Ça a été vraiment parce que j'en avais envie, parce que j'aime ça et que du coup, tu vois, si par exemple je dessinais des bagnoles, pour reprendre vraiment l'exemple de la vidéo, mais si, je sais pas, j'étais invitée dans un congrès, je sais pas, de vieilles bagnoles ou je sais pas quoi, peut-être que j'y serais allée, j'aurais dessiné, j'aurais tagué des marques de voitures. Enfin, tu vois, en fait, ça se fait un petit peu parce que t'aimes ça et en même temps parce qu'il faut que tu communiques ton travail. C'est pas forcément aller voir directement les gens, mais ça peut être juste dire, j'étais à tel endroit, j'ai trop adoré, j'ai dessiné ça à la suite de l'événement et vraiment, en tout cas, voilà ce que j'en ai fait. Puis après, ça plaît ou ça plaît pas. Et puis, il y a peut-être aussi pas forcément les gens que t'aurais espéré, avec qui t'aurais espéré travailler, qui viennent te voir, mais tu peux... il y a peut-être d'autres surprises, gens, ça peut en découler qui avec d'autres marques. Mais tu as une super bonne technique et c'est exactement ce que je fais aussi, moi, sur mes réseaux sociaux. Quand j'ai une marque avec laquelle j'ai envie de bosser, que ce soit en illustration ou en marketing digital, j'essaye de faire le boulot qui pourrait me donner, qui pourrait les intéresser. Si je bossais déjà avec eux, à chaque fois je me demande, ok, si je bossais avec eux, qu'est-ce qu'ils auraient pu me demander ? Là, concrètement, il y a une expo temporaire qu'ils font tous les ans, c'est un vrai événement au sein de cette entreprise-là. Qu'est-ce qui pourrait découler de cette expo que moi je pourrais faire ? Des prints avec les orchidées qu'il y a dans l'expo. Je le fais. J'en fais un contenu qui soit joli ou au moins des photos, un petit article sur mon site, quelque chose qui soit visible et je leur envoie. Et on voit bien. Je trouve ça tellement plus concret que d'envoyer un mail en disant « Oui, bonjour, je suis illustratrice, est-ce que vous avez du taf pour moi ?» C'est ça, Ça, c'est toujours un peu délicat et ils sont un peu en mode... Moi, je pars du principe que les clients ont zéro imagination. Ils sont incapables de se projeter dans votre travail. Même s'ils y arrivent parce qu'ils ont l'habitude, souvent, ils sont pas capables. Donc, je fais déjà ce qu'ils auraient pu me demander et je leur envoie. Et généralement, après, tu te refais... Tous ne te répondent pas, j'imagine, toi non plus, que ça va pas découler à chaque fois avec une collaboration. Non. Mais au moins, du coup, en fait, ça fait un truc dans ton portfolio. Quand t'as l'impression que la graine n'a pas fonctionné, je sais pas comment expliquer ça. Des fois, quand ça prend pas, je me dis, au moins, c'est un truc que j'ai kiffé. Et puis, je peux l'exploiter autrement. Tu vois, je sais pas, mes dessins d'orchidées, si un jour il y a une expo, je sais pas où, sur des orchidées qu'ils ont besoin d'exposer quelque chose ou de mettre en vente des tirages ou je ne sais quoi, en gros, rien n'est perdu. Parce que c'est un truc que t'as aimé faire. En gros, c'est ça, tu vois. Donc, il n'y a pas de perte, en fait. Totalement. C'est ça qui est cool, c'est que tu perds pas ton temps, en fait. Et on en avait un peu discuté la première fois qu'on s'était vus. Est-ce que toi, tu te considères plus artiste ou entrepreneuse ? Entrepreneuse. Entrepreneuse ? Ouais. Ah ouais ? Ah oui, direct. Pour moi... il y a une image qui colle à l'artiste qui me convient pas forcément, qui est très floue et ça arrange tout le monde. Et c'est un peu, tu sais,
C'est un peu genre la personne qui sait pas ce qu'elle veut, qui fixe des prix comme ça, et qui machin, et qui vivote. Tu vois, enfin, c'est un peu ça. Et alors qu'en fait, on est entrepreneur en fait. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est une grande famille. Alors, t'as tout ce que tu veux, avec tous les termes qu'on utilise. T'as, je sais pas, les freelance, les indépendants. Tout ça, c'est un peu la même chose. Mais t'as les SASU, les machins. T'as les artistes-auteurs. Pour moi, tout ça, c'est une famille de l'entrepreneuriat. Les mêmes-preneurs, les solopreneurs, t'as tout ça. Voilà, t'as tout ce qui est preneur. Voilà. Et souvent, les gens, ils ont l'habitude de mettre l'artiste à côté. Tu sais, t'as la grande famille des entrepreneurs et t'as l'artiste à côté. Ouais. Et c'est un peu péjoratif. Moi, c'est ce que je ressens en fait. Et donc du coup, voilà, c'est quelqu'un qui ne vit que d'amour et d'eau fraîche. Alors que non, je pense que c'est pas du tout ça. Donc du coup, non, moi, je suis entrepreneuse avant tout. Et souvent, quand on me propose un contrat et qu'on parle de budget, etc., ben en fait, je me dis est-ce que c'est ok pour ma trésorerie? Est-ce que je me mets pas en danger? Enfin, j'ai des questions d'entrepreneuse, pas des questions d'artiste-auteur qui va se dire est-ce que ça me va? Oui, mais est-ce que vraiment ça me plaît? Est-ce que je peux c'est des faire questions un pour discount toi, de 50%? Ça, c'est pour moi, c'est des questions que je pose moi avec moi-même. C'est pas des questions que je pose envers le client. Ouais. Quand mais il y a des clients qui ont... Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est très très flou dans la tête des gens. Ouais. Les gens ils disent « Ah, t'es artiste !» Tu peux me dessiner un truc sur un coin de table, tu peux me dessiner mon tatouage, là... Enfin, tu vois, c'est... Non, j'ai une boîte à faire tourner, quoi. Ouais, c'est ça. J'essaye vraiment de garder ça en tête à chaque fois. J'ai une boîte à faire tourner. Ouais. Je suis chef d'entreprise. Oui. Et du coup, comment est-ce que je m'arrange pour pouvoir avoir assez de propositions, assez de contrats sur les mois à venir? Mais après, plus tu as un discours cadré et professionnel, plus de toute façon les gens comprennent dans quelle famille tu te situes. Bien sûr. Donc ça, j'y suis de moins... Alors, je dis pas que j'y serais plus confrontée, mais j'y suis de moins en moins confrontée. Et souvent... Enfin, j'arrive à... Même quand je sens que les gens, au début, me disent « Ah ouais, t'es dessinatrice, t'es artiste, machin », avec un truc un peu flou, je recadre les choses en disant « Oui, non mais... voilà, enfin... Je sais pas comment je fais, mais en tout cas, j'essaie d'en parler de manière professionnelle et ça recadre les choses directes, en fait. Non, c'est cool, hein. Mais c'est marrant parce que tu m'avais dit que tu faisais quand même pas mal d'événements autour de l'entrepreneuriat, que tu t'étais vraiment formée sur ce côté-là. Ça, je le fais depuis peu. Depuis 1 an. En fait, je suis rentrée dans un collectif qui s'appelle F Collective. C'est un collectif de femmes entrepreneuses. Et en fait, ça permet de... En fait, moi, j'ai pas fait d'école de commerce, donc concrètement, en fait, vendre mon travail, c'est un exercice. Et j'ai besoin, en fait, de comprendre un petit peu tous ces rouages-là. Et ça m'intéresse beaucoup. J'essaie de l'adapter à mon domaine, en fait. Oui. Parce qu'en fait, c'est un collectif, donc il y a plein de femmes différentes. Mais ça, c'est ça qui est hyper intéressant. Différentes. Et j'essaie de l'adapter à mon domaine parce que c'est indispensable, en fait. C'est indispensable de savoir expliquer et vendre son travail. Sinon, en fait, tu restes à la marche inférieure, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense qu'il faut passer des steps et je pense que savoir vendre son travail, c'est tout un truc. Et comme c'est pas dans ma formation artistique, c'est pas dans mon cursus, c'est nécessaire de savoir le faire. Et t'as vu vraiment un avant et après, à partir du moment où t'es rentrée dans ce collectif? Alors, c'est pas à partir du moment où je suis rentrée dans ce collectif, bien que ça m'aide beaucoup. Je l'ai eu à partir du moment où je me suis dit je vais vendre mon boulot comme un agent le ferait, quoi. Okay. Ça a été un déclic énorme. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, si j'étais mon propre agent, qu'est-ce que je devrais faire? Et ben voilà, en fait, du coup, j'ai commencé à communiquer un peu mon travail autrement que de rester dans mon bureau et faire des vidéos sur Instagram. En fait, ça a été vraiment un truc important, en fait, à faire. Et maintenant, je le fais de manière... de toute façon, je l'ai jamais fait en calculant des choses, en me disant tiens, il faut que je vise telle personne à tel truc. C'est pas du tout ça. Mais je le fais naturellement. Maintenant, je me dis tiens, cet événement, ça me plairait trop parce que il y a des plantes et des animaux. Ça, c'est facteur de plaisir numéro 1. Ça, c'est vraiment le truc obligatoire. Et après, je me dis tiens, je pourrais peut-être voir, je sais pas, des éditeurs ou des pépiniéristes ou des, tu vois, il y a tout un panel énorme. Ouais, c'est ça, tout un
un tas de personnes que je pourrais rencontrer, que je rencontre ou que je rencontre pas. En fait, il faut que j'y prenne déjà du plaisir à la base, tu vois, que je sois contente d'y aller, que ce soit trop bien, que ça puisse m'apporter quelque chose si je dessine, je sais pas, une plante ou un animal. Et après, si en plus ça me met en connexion avec des gens, bah, c'est encore plus cool. Ouais. Mais le premier truc, c'est vraiment le plaisir à y aller. Si ça me saoule, non, ça sert à rien. En fait, à la base, ce que je me dis aussi, c'est je me dis, ok, pourquoi j'ai quitté mon taf précédent ? C'est pour faire vraiment un truc que je kiffe. Donc si vraiment je tombe dans un truc que j'accepte malgré moi, que ça m'apporte rien, aucun plaisir, laisse tomber, ça sert à rien. C'est non direct. Bon, ça va, là, je pense que tu t'es pas mal démerdée aujourd'hui. Au début, tu sais, des fois, mes premiers contrats, j'en ai eu d'autres. Hein, là, on parle de ceux qui ont été cool, mais j'en ai eu aussi d'autres qui m'ont plutôt fait comprendre qui m'ont fait comprendre ce que j'aimais, mais aussi ce que j'aimais pas. Et donc, du coup, ce que je voulais balayer en fait de mon futur. Et aujourd'hui, t'as quel statut, si je peux te demander ? Artiste-auteur. Ouais, artiste-auteur. Ouais. Et du coup, non, ça pose pas de problème avec tes clients, ni rien. Non, j'ai pas de problème particulier. Trop bien. Ouais. Bah écoute, merci Ingrid. Moi, j'ai fait tout le tour de mes questions. C'était hyper intéressant de découvrir un petit peu comment tu bosses, ton univers, tes premiers clients. Je pense qu'il y a quelques leçons à retirer de cette conversation. J'espère que vous avez bien noté. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes elles veulent te suivre ? Plutôt Instagram ? Instagram, ouais. Ouais. Instagram, il y a ton site aussi, je le mettrai de toute façon en lien juste en dessous dans la biographie pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus en détail, admirer les œuvres d'Ingrid. Parce que franchement, allez voir, c'est très très cool. Et les gens, s'ils ont des questions, d'autres questions à te poser, plutôt dans les commentaires ici ou plutôt directement sur Instagram ? Comme ils veulent. Ouais, je suis très souvent sur Instagram. Donc, trop bien. Très ouverte aux questions. Bon, allez, c'est parti. Allez, posez vos questions directement sur Instagram. Même en dessous de la vidéo, moi je réponds et je fais suivre. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre des commentaires. D'ailleurs, même si vous avez pas de questions, mais que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous pour me le dire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner parce que des interviews comme ça, j'en fais de temps en temps et c'est toujours super inspirant. Donc, merci beaucoup Ingrid. Avec grand plaisir. Et à la prochaine. Salut.